Salut la tribu, ici Damien et Manon pour Spread the World. Nous sommes partis pour une aventure à travers l'Europe à bord de notre caravane Pégase qui nous donne des ailes. L'objectif ? Voyager de projet alternatif en projet alternatif afin d'apprendre un maximum de choses sur l'accès à l'autonomie. Nous souhaitons revenir à un mode de vie simple, cohérent et libre. Pour cela, nous allons donc rencontrer du monde et voir du pays, mais aussi apprendre à bâtir, à cultiver et bien entendu à prendre le temps. Bon, on est où aujourd'hui ? On est dans les Hautes-Pyrénées, dans un tout petit village qui s'appelle Thermes-Magnoac, dans lequel il n'y a pas de terme, en fait, puisque apparemment c'est une erreur faite par la mairie quand ils ont voulu orthographier le nom du bled. Donc voilà, Thermes-Magnoac sans les termes. Petit village de 200 habitants où on aide un couple, une petite famille, puisqu'ils ont un petit aussi, à construire leur maison. Il y a beaucoup de résonance, on fera un épisode sur eux, mais il y a beaucoup de résonance, on dirait nous dans quelques années. Voilà, donc c'est vraiment chouette, on est en train de bosser sur la structure de la maison. Et voilà, donc de retour en France. Mais bon, on va parler de péninsule ibérique et en particulier du Portugal, parce qu'on n'a pas encore fait d'épisode dessus. Ouais, et ce qu'on a fait là-bas, et aussi ce qu'on a pu voir. En fait, au Portugal, on a pu voir et apprendre pas mal de trucs. Mais avant d'en parler plus concrètement, je vais me permettre, moi, d'évoquer mes origines et mon lien avec le Portugal. Ma mère est née là-bas, en fait, dans un tout petit village de 2 ou 3 familles. D'ailleurs, quand on y est allé... Ouais, c'était assez pittoresque, je dirais. Il y a tout de suite un voisin qui est venu et qui a dit... Il voulait tester. Il voulait tester et le voisin, en fait, tout de suite, il a dit vous êtes de quelle famille ? Vous êtes le fils à qui ? Ou voilà. Ouais. Et c'est quelque chose que quand j'étais petit, on nous demandait souvent avec ma sœur. C'est le fils à qui ? Ouais. Et du coup, il y a 2 ou 3 familles, en fait. Donc ça, c'est tout au nord du Portugal, à la frontière de l'Espagne. Ma mère, en fait, elle a émigré en Suisse quand elle avait 16 ou 17 ans, je crois. Elle a rencontré mon père et quelques années plus tard, la vie a fait le reste. Donc ma sœur en premier, moi, et puis une maison en France. Quand on était petit, on allait quasiment chaque été dans le village de ma mère pour voir la famille, etc. Et de ces souvenirs, j'avais en tête un pays plutôt pauvre, très populaire, avec beaucoup de fêtes. Quasiment presque tous les 2 jours, il y avait des fêtes, les fêtes du village partout aux alentours. C'était aussi un peu sale, on va dire que c'était pas hyper développé au niveau des poubelles, des trucs comme ça. Rural et plus libre qu'en France en fait. Qu'est-ce que t'entends par libre ? Plus libre par exemple, il n'y avait pas besoin de casque pour rouler en moto. Il fallait avoir un casque, mais il n'y avait pas besoin de l'avoir sur la tête. Ok, tu pouvais être assis dessus ou le mettre à la place de ta chaussure manquante. C'est ça. Okay. Non, il y en a beaucoup, ils se baladaient sur leur moto avec le casque autour du bras. En fait, ils mettaient le casque à travers le bras. Oui. Voilà, du coup, quand ils tombaient, ils se faisaient pas mal au bras. Ouais. C'est pratique. C'était pratique. Donc voilà. On tombe plus souvent sur le bras que sur la tête, hein, tu me diras. Ouais, mais tu te pètes le bras, c'est moins grave que te fendre le crâne quand même. Le tourisme n'était pas hyper développé. En fait, les seuls étrangers si on peut dire, qu'on pouvait trouver, c'était les Portugais émigrés, donc vivant en France ou en Suisse le reste de l'année. Le pays vivait d'un peu de tout, surtout agriculture, industrie, construction, un peu de tourisme et des services. Mais cette fois, en visitant le village de ma mère et en explorant le pays, et en faisant du volontariat à Azula, dont on va parler après, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Alors, est-ce que c'est l'âge adulte qui nous donne une perspective différente ou est-ce que c'est la réalité des conséquences des temps présents ? Je sais pas. D'une part, le tourisme a pris une place majeure, ce qui a poussé le pays à évoluer parfois dans le bon sens, par exemple avec l'écologie, et parfois dans le mauvais, par exemple avec l'inflation et l'immobilier. L'écologie, tu développes ? Ouais, par exemple le Portugal, c'est le premier pays en Europe à avoir réussi à alimenter tous ses habitants en énergie verte pendant une journée. Donc ils ont installé beaucoup d'éoliennes, des trucs de panneaux solaires. On en a vu un paquet, ça, entre le Portugal et l'Espagne. Ouais. Donc maintenant, il y a un gros débat sur tout ça, parce qu'à chaque fois, c'est des infrastructures qu'on peut pas recycler, ou je sais pas quoi. Mais en tout cas... Pollution visuelle aussi, ça dérange les animaux, pour les éoliennes, les flux migratoires.
On a vu aussi beaucoup de poubelles de tri. Mhm. Alors en Espagne, c'était plus flagrant parce qu'on avait commencé par l'Espagne, Ouais. mais des poubelles de tri pour tout type de déchets, huile de friture inclus, mais bon, on sait qu'elle est énormément utilisée là-bas, avec des panneaux explicatifs extrêmement bien faits sur qu'est-ce que tu jettes, qu'est-ce que tu ne jettes pas, et des poubelles pour les vêtements. Les vêtements. Alors on a tout ça en France aussi, hein, mais il y en avait, à très grande fréquence en fait. Il y en avait vraiment partout. Même Donc dans il les petits était bleds. impossible de dire que il y en avait pas à côté de chez nous et que Mm. du coup on pouvait pas faire le tri ou donner ses fringues. Bref, parenthèse. Et donc oui, parfois c'était l'inflation qui a fait évoluer le pays dans le mauvais sens, on va dire. Plus que le tourisme, l'immobilier a aussi changé. En fait. Positivement, plusieurs projets alternatifs, écologiques et ruraux sont nés un peu partout dans le pays. Toutefois, ce sont rarement les Portugais qui en sont à l'initiative. Le prix des domaines sont abordables pour d'autres nationalités, les Français, les Néerlandais, les Allemands, les Anglais, les Israéliens, mais en dessous des moyens des locaux. Ce qui les exclut de plusieurs manières. D'abord, ces lieux sont souvent situés en campagne, où la vie est modeste, tout comme son coût. Mais les instigateurs de ces projets doivent souvent produire et vendre pour payer leurs crédits initiaux, ce qui les pousse à monter les prix. Il n'est pas rare de trouver une pizza à 12 € dans ces coins. C'était pas une pizza, c'était la margarita. Ouais. À 12 € par exemple. Euh, La plus simple, celle qui coûte 6 Puis balles la taille normalement. qui était pas énorme quoi. C'est que ces pizzas, je veux dire ces produits là, ce qu'ils vendent, c'est souvent présenté d'une manière éthique, bio, etc. Et moi ça m'a fait, machin chose. ouais, ça m'a fait penser au greenwashing en fait aussi, de dire ouais, j'ai pas l'impression que ta démarche elle soit vraiment à 100% éthique au final, parce que ça exclut d'office les locaux portugais qui restent eux au café du coin parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer une pizza à 12 €. C'est aussi simple que ça. L'autre problème, c'est la barrière de la langue. Parce que voilà, ils nous enchaînent directement en anglais. Il est vrai que le Portugal, c'est l'un des meilleurs pays pour apprendre l'anglais. Pas tous les habitants le parlent en fait. Surtout dans les campagnes. Voilà, seulement dans les zones touristiques. Donc les étrangers ou touristes, eux, s'appuient sur l'anglais pour communiquer, ce qui les regroupe automatiquement entre eux. Sachant qu'ils n'ont pas forcément besoin d'apprendre le portugais pour communiquer, ils vont pas naturellement inclure les locaux au cœur de leur projet. Ils feront appel à eux pour le commerce ou un peu d'aide, mais pas pour une vraie vie en communauté. Sans généraliser, évidemment. Donc ça, c'est une observation qu'on a fait nous, et aussi parce qu'on n'est pas... On en a discuté aussi avec d'autres personnes. Après, on parle pas au nom de tous les projets, de toutes les personnes étrangères qui vont s'installer. De toute façon, la montée des prix de l'immobilier, elle est la même. Le schéma, il est le même partout. Après le Covid, les personnes qui étaient à Paris, qui ont voulu aller en campagne, ils ont commencé à chercher du terrain dans des endroits où les terrains étaient moins chers pour eux, où ils pouvaient se permettre d'avoir une qualité de vie largement supérieure à celle qu'ils connaissaient. Et de fait, ça a fait augmenter les prix pour les locaux, qui eux ensuite se retrouvent en difficulté pour pouvoir se loger. Donc là, c'est plus une histoire culturelle ou de langue ou quoi que ce soit. C'est juste que les mouvements de population en fait font que voilà. Ouais. Nous typiquement on cherchait aussi, on est en train de regarder pour des terrains en Espagne parce que on imagine qu'il va être difficile de se permettre quelque chose en France sans faire de prêt. On regarde aussi la France, mais on garde dans un coin de la tête que Espagne parce qu'on parle espagnol. Portugal, on ne parle pas, donc pour l'intégration c'est compliqué. Mais donc de fait, ça ferait monter, on participerait aussi à cette montée des prix de l'immobilier. On va parler aussi un petit peu des villes, parce que c'est vrai qu'au Portugal, on est allé à Porto et à Lisbonne, que beaucoup connaissent. Pour moi, c'était les premières fois pour les deux. Avant d'arriver, on avait passé pas mal de temps en campagne ou dans des petits villages, donc c'est vrai que ça a été un gros choc. Il a fallu se réadapter, on n'est pas resté très très longtemps. Moi, l'impression que ça m'a laissé, c'était celle de Disneyland. Parce que énormément de touristes. Donc on entend parler beaucoup de langues, beaucoup moins de portugais. Les prix sont effectivement plus chers. Je dis Disneyland parce que on se retrouve face à des vitrines où il y a plein de trucs qui bougent, ça clignote dans tous les sens. Il y a des affiches avec les bus hop on hop off, des expériences extraordinaires à faire de l'hélicoptère au-dessus de Porto où il n'y a pas, j'imagine pas grand chose à voir, des sauts à l'élastique, enfin vraiment on se croirait dans un parc d'attractions. Alors
ça c'est une hypothèse personnelle. Je me demande si c'est pas en lien avec le développement de tous les vols low cost et des city trips qu'il y a eu dans énormément de capitales ou de grosses villes culturelles en Europe. On pense aussi à Barcelone, on peut penser à Nice, où il y a énormément de Airbnb qui se sont développés. Ça c'est aussi très visible à Nice, encore une fois. Et donc on a des gens avec des jeunes touristes avec des valises à roulettes, les Samsonites, qui parcourent, qui arpentent les rues de long en large pour accéder à leur logement en centre-ville, pendant que les locaux se retrouvent à devoir chercher, encore une fois, problème du logement, des logements sur les extérieurs de la ville, puisque les centres-villes deviennent difficilement vivables. Déjà, il n'y a plus de logements, puisqu'ils sont réservés pour des Airbnb, et puis en plus parce que ça se transforme en des lieux de fêtes permanentes. Et de fêtes permanentes parfois, de fêtes au détriment, encore une fois, des personnes qui vivent sur place. J'entends par là des choses dont on a été témoin, par exemple à Lisbonne aussi, juste avant qu'on fasse notre visite guidée de touristes. On passe dans une rue avec un restaurant, terrasse, voilà, et il y avait un groupe de touristes qui étaient assis à table, je crois. Et d'un coup, ils se lancent un pari entre eux, et il y en a un visiblement qui a parié qu'il pouvait se faire payer l'addition en fait du restaurant en faisant des pompes. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis la petite coupelle à café avec la note par terre devant lui, donc au milieu de la rue pavée. Il a commencé à faire des pompes, des grands sourires, donc tout le monde ça attirait énormément l'attention. Les gens s'arrêtaient, donnaient de l'argent, etc. En soi, c'est un peu anodin, sauf que juste en face de lui, il y avait un mec qui était local et qui faisait, je sais pas comment ça s'appelle, ces gens qui se maquillent et qui bougent pas, qui restent immobiles toute la journée. Donc en fait, clairement, ce qui s'est passé, c'est que toute l'attention du fait que ces personnes-là étaient bruyantes, etc., s'est retournée vers eux et que l'animation, en fait, elle s'est déplacée sur ces gens-là au détriment de la personne qui faisait ça pour se nourrir, en fait. Donc c'est d'une tristesse assez atterrante, puisqu'il y a un manque de considération, en fait, de l'environnement dans lequel on se trouve. Ouais, ce que tu disais aussi, c'est que on a remarqué en passant dans ces deux villes que les touristes, certains de ces touristes consomment le lieu en fait, Ouais. sans savoir exactement, sans connaître l'histoire, ils ont pas vraiment d'intérêt dans le lieu. Ils viennent juste consommer le lieu en fait. Ils sont pas C'est le principe je pense que c'est vraiment le principe du city trip. Quand on va un week-end dans une capitale, on va au restaurant, on va, je sais pas, faire un truc de fado, on va se bourrer la gueule, on prend plein de photos pour Instagram, un fléau, et ensuite on s'en va. Donc on voit l'endroit dans lequel on se trouve. C'est pour ça que je parle de Disneyland comme un cadre, comme un décor, sans penser en fait à la vie qui est dans le lieu. C'est un peu des fois des attitudes qu'on peut retrouver quand on n'écoute pas la nature aussi, par exemple. Si on se retrouve dans la nature et qu'on ne prend pas en compte la vie qu'il y a dans la nature et qu'on considère juste comme un background, en fait. Voilà, c'est ça. Comme on a vu parfois des randonneurs qui se baladent et puis ils ont leur speaker Bluetooth avec la musique. Oui, en randonnée. Voilà, en randonnée. Enfin, on n'est pas en train de faire les vieux schnocks. C'est que justement il y a des habitants de la nature, il y a des animaux, il y a des plantes et en fait oui, c'est la non prise en compte en fait de ce qu'il y a autour. La même chose pour Lisbonne avec ce groupe de filles. Donc une fois qu'on a commencé notre visite guidée, on s'arrête sur le porche d'une église. Donc il y avait quelques marches, etc. Il était 15h de l'après-midi et il y avait encore typique de toutes ces villes-là, un enterrement de vie de jeunes filles, donc des filles qui venaient de l'étranger, qui se bourraient la gueule et pétaient des verres et hurlaient dans tous les sens sur la place. Donc dérangeaient en fait tout le monde, étaient devant un lieu de culte. Nous on a dû se décaler parce que le guide pouvait pas parler en fait. Même le guide il s'est retourné voilà, il nous avait dit désolé mais le manque de respect, ça me coupe en fait. Mais c'est surtout que en fait ça c'est pas un truc que tu ferais chez toi. Tu dis je fais un enterrement d'une jeune fille, on se paye tous un billet pour aller dans telle capitale, on se met minable, machin, ok très bien. Mais tu te mets minable dans le respect des autres en fait. Parce que sinon c'est pas... Enfin voilà, c'est plus un coup de gueule ou un choc ou
C'est pas un choc parce qu'on savait que c'était déjà en place, mais là il y a eu toute une série d'éléments qui faisaient ça. L'objectif c'est pas de critiquer ou de généraliser. Non, je voulais revenir à Instagram justement. Parce que comme tu dis, c'est un fléau. On l'a remarqué, alors là on fait une parenthèse hors voyage carrément. On l'a remarqué avec les jeunes, on l'a remarqué quand on bossait. Déjà. Mais même en voyage avant, c'était une catastrophe quoi. Ouais. Mais là, c'est quand à la fin du tour, du coup, on a bu un coup avec les autres touristes, parce qu'on a fait un tour gratuit entre parenthèses avec quelqu'un qui était vraiment passionné, qui a fait son tour, mais enfin, c'était vraiment super. Et ensuite, on a bu un coup avec les autres touristes, et je me rappelle que Ross me disait, il faut poster sur Instagram votre voyage, Mais en fait, pourquoi? Des photos. Parce que sinon, t'existes pas. Si on existe. Je poste, donc j'existe. Enfin ouais, c'est je poste donc j'existe mais ça atteint des générations de personnes. Mais bon, écoute. Qui voient le monde qu'à travers les photos qu'ils vont pouvoir en faire. Un écran. Avec eux dessus évidemment, souvent. Souvent c'est le reste, l'endroit où tu te trouves, c'est juste le décor qui est là pour mettre en valeur le fait que tu es en train de te prendre en photo en fait. Ouais. Et de te montrer. Bon, ça c'est mon avis personnel. Ouais, on parle d'Azula? Ouais. Bah ouais, c'était trop bien. Oui, ça c'était trop bien. Ouais. Ça c'était vraiment cool, dans la nature. Là on était vraiment... Donc on est resté 2 semaines en Alentejo. Alors là je veux prendre un peu l'accent du Portugal pour déconcentrer ma chérie. Donc Alentejo c'est juste au nord de l'Algarve, donc c'est quand même au sud du Portugal. Et ça s'appelait Azula. Donc Azula bleu quoi. Bref, Azula, on peut penser au bleu, à l'eau, à la profusion. Ouais. Eh bien, rien de tout ça. Donc on était sur 16 hectares de collines et d'arbres à liège. Donc lors de la pleine saison, cette famille originaire d'Israël, elle propose des cours de permaculture, de yoga, d'éco-construction, de méditation, entre autres. Je crois qu'il y avait peut-être autre chose. Oh, il y a plein de choses. Ils organisaient des marchés aussi, une fois par mois, des fêtes. Oui, des fêtes comme ça, des fois. Ouais. Et ils invitaient le village. Pendant notre séjour là-bas, on a appris à faire le sol d'une maison terre-paille, du coup, sans coffrage, afin de préparer la venue des prochains clients. Donc c'est avec ces travaux, entre autres, que nous avons été confrontés au problème de l'eau. Je reviens juste avant qu'on parle de l'eau. Violette, elle posait la question de justement de quoi vivent ces gens. Et c'est vrai que depuis qu'on est parti, on a vu quand même pas mal d'endroits. On sait que le premier endroit, les champignons, ils vendaient les champignons. Ouais. Pietometti, eux, ils étaient maraîchers. Ouais. Azula, alors eux, ils utilisaient leur espace pour justement accueillir les ateliers, faire des locations de tentes en mode glam camping, tout ça. Donc il y a toujours cette histoire d'argent. Pour répondre à ta question, Violette, pour l'instant, on n'a pas encore vu de personnes qui arrivent à vivre sans argent ou sans avoir le minimum de rentrée, on va dire. Ouais. Peut-être que ce qu'on fait maintenant, c'est ce qui se rapproche le plus. Là oui, puisque leur objectif c'est de pas avoir à travailler. Voilà. Donc, dans notre société moderne occidentale, on a trop pris pour acquis l'accès libre à l'eau. Alors, c'est un droit, c'est même dans ces nouvelles lois là qui sont sorties il y a très peu de temps, j'ai perdu le nom, mais c'est un droit fondamental de l'être humain, d'avoir accès à l'eau. Mais malheureusement, alors nous, peuple du Nord, on est né avec, et on n'a jamais fait, enfin c'est pas qu'on n'a jamais, mais la majorité des gens ont du mal à se dire qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas accès à l'eau dans le reste du monde, ou même dans un pays aussi proche que le Portugal. En fait, concrètement, on chie dans l'eau potable, on tourne le robinet, l'eau sort, on a le mitigeur, elle peut être chaude, elle peut être froide, elle est toujours potable. Il y a d'autres pays, par exemple, d'autres pays, l'eau, elle sort du robinet, elle est un petit peu sale, il faut attendre un peu pour qu'elle s'éclaircisse. Mais rien que ça, donc c'est vrai qu'on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle repart une fois qu'elle est utilisée. On sait pas ce qu'il y a dedans. Parce qu'elle est traitée pour qu'on puisse la boire, mais on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Enfin, on a beaucoup entendu parler du fluor et tout ça, ce qui est pas top au final. L'eau est tout. On survit en s'hydratant, c'est notre santé, on se lave et on lave nos affaires avec, c'est notre hygiène.
On fait pousser notre nourriture, directement ou indirectement, c'est notre énergie. Elle nous réchauffe, elle produit, grâce à la vapeur, elle est omnipotente en fait. Et on est constitué à 90% d'eau. On peut vivre sans électricité, mais on peut pas vivre sans eau en fait. Donc pour fabriquer ce sol de la maison terre-paille, il nous fallait de l'eau. Du coup, il fallait sacrifier la douche du soir, ou même la douche de la semaine. Oui, la douche de la semaine. Pour finir les travaux de la journée. Il fallait pas utiliser de machine ou d'outils pour pas avoir à les laver. Donc on a fait pas mal de trucs. Enfin, on a tout fait à la main au final. On a fait à la pelle et puis à la main. Quoi. Et en fait, ces périodes de sécheresse, elles sont pas rares dans la péninsule. Malgré le climat particulier et les paysages verts d'Alentejo, il n'y pleut plus assez. Le problème en fait qui a été soulevé par la maman Pnina là-bas, c'est que quand ils ont acheté ce grand terrain de 16 hectares qui est vallonné, il y avait une rivière. Ils avaient aussi un petit lac, plus un lac artificiel qu'ils avaient creusé. Ils ont creusé un puits aussi, donc suffisamment de points d'eau différents. Alors la rivière, donc, ils sont installés il y a 8 ans. La rivière d'il y a 8 ans n'était alimentée en eau plus que 2 mois dans l'année, ce qui est fort peu quand on se trouve au sud du Portugal. Puis il n'avait pas suffisamment d'eau, donc il y a de très grosses périodes de sécheresse. Ajoutez à ça les changements de température qui sont assez extrêmes, 20-25 degrés d'écart dans une même journée. Ça, au niveau des cultures, c'est assez catastrophique. Et donc l'eau potable, on allait la chercher à une petite source qui était à 35 minutes de route, où une grosse partie de la population se retrouve en fait et discute pendant qu'ils remplissent les bidons d'eau. Donc voilà, cette problématique de l'eau, elle est quand même vraiment très très importante, d'autant plus que on est dans une région où en plus des nombreux arbres à liège, il y avait aussi énormément d'eucalyptus. Alors les eucalyptus, il y en a partout au Portugal. Et moi je ne savais pas, donc j'ai posé innocemment la question pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qui fait qu'ils poussent. Alors ils poussent pas tout seuls, ils sont plantés pour faire le papier toilette qui fournit toute l'Europe, et un arbre d'eucalyptus consomme 6 litres d'eau par jour. Donc l'eau qui est détournée, utilisée pour alimenter les arbres eucalyptus pour faire le papier de toilette qui finit dans l'eau potable, suppose qu'il faut qu'il y ait restriction d'eau par ailleurs en fait. Donc il faut arrêter d'utiliser du papier toilette. Voilà. Du coup, comment on fait ? Eh ben, comment on fait ? Il y a plein de solutions, on peut en parler. Le bon vieux bidet. Alors oui, on utilise de l'eau, mais si c'est l'eau de chez soi qu'on a récupérée dans un bac et qu'on a dans un circuit fermé juste pour ça, il n'y a pas de souci. Ou la douchette, quoi. Et c'est pareil. Enfin, il y a plein d'efforts à faire au niveau de la vie à la maison pour économiser l'eau, et pas seulement pour économiser l'eau parce que il faut la payer, mais parce que c'est notre vie, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à l'eau. C'est pas seulement aujourd'hui je lave pas ma voiture, c'est vraiment ça, faut aller beaucoup plus loin que ça, quoi. Quand les municipalités elles disent faut pas arroser le gazon, mais c'est rien comme détail, enfin c'est rien, ou faut pas remplir la piscine. Je suis désolé, c'est des trucs de riches, quoi. C'est des trucs de riches, n'empêche que t'as vu ce que tu mets dans une piscine. Oui, mais il y a des gens, je veux dire, qu'ils s'en donnent à cœur joie, laver la bagnole, machin. Ouais, mais je veux dire, enfin. On peut faire plus. C'est bien, mais on peut faire plus, et même si on n'a pas de piscine ou de gazon, on peut faire plus. Oui, on peut. Donc on peut déjà avoir les toilettes sèches. Alors il y a plein de gens. Dans l'appartement, c'est sympa. Oui, ça se fait. Alors après, il faut aller le vider, quoi. Mais dans un compost, et des composts, il n'y en a pas partout. Moi, quand j'étais à Aix-les-Bains, par exemple, je cherchais du compost, parce qu'à Grenoble, il y avait des composts de ville. À La Roche aussi, qui est une toute petite ville, il y en avait. Voilà. À Aix-les-Bains, il n'y en avait pas. Et moi, j'ai commencé à en chercher, parce que j'avais entendu parler qu'il y en avait à Grenoble. Et simplement, je me suis dit, peut-être que la ville est trop petite. Visiblement, c'est pas une histoire de taille, mais c'est juste que... C'est une histoire de pression des habitants sur les municipalités, quoi. C'est ça. Demander des composts, et puis voilà. Donc du coup, on va enchaîner avec une question, puisqu'elle est bien dans la thématique. Une petite question qui nous a été envoyée sous forme de vidéo, et qu'on vous fait écouter là tout de suite. Où vous lavez et où vous faites caca et pipi, où vous allez manger. Bye bye. Alors, Soji et Nao. Où est-ce qu'on faisait des pipis? Où est-ce qu'on fait des pipis et des caca? Et aussi comment est-ce qu'on mange? Bon, ça on en parlera où est-ce que aussi rapidement. Pour manger. Ouais.
Alors, on peut d'abord répondre à... Non, on reste dans la thématique. Ouais. Et on va te faire écouter 2 enregistrements. Tu vas nous dire, à ton avis, lequel est le bon. C'est assez cocasse. Uh-huh. pour les auditeurs adultes. Voilà. Mais, Cocasse. Réponse numéro 1. Ou réponse numéro 2. C'est un peu différent, on peut l'entendre, c'est un podcast, donc on entraîne ses oreilles. Donc oui, nous on a choisi donc la numéro 2. De toute façon, dans la caravane, on pouvait pas faire le numéro 1, mais on aurait pu choisir les toilettes chimiques. On aurait pu choisir les toilettes chimiques, qui sont donc pareil, tu mets de l'eau et tu mets des produits chimiques pour neutraliser les odeurs. C'est ça. Mais nous, du coup, on a récupéré un seau. En fait, on fait comme les lapins, voilà, les enfants. Hein. Ouais. On prend la même sure qu'il y a dans les cages à lapins ou à hamsters. En fait, la sure, de bois, on la prend dans les scieries, mais c'est le même principe. Et ensuite, on fait nos besoins dans le seau et on rajoute, quand on a fini, on recouvre avec la sure. Donc, il y a plein d'avantages à ça. Ça sent le bois, quoi. Ça sent le bois. Donc, ça couvre les odeurs, ça absorbe les liquides, ça fait pas de bruit. Il n'y a pas de bêtes, en fait. Il y en a qui peuvent se poser des questions des fois, est-ce que ça attire les vers, les bêtes? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de bêtes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage? Ouais, non, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'écho. Ça nous a fait poser pas mal de questions aussi, parce que tous les endroits qu'on a visités sont des endroits sur lesquels il y avait un ou des toilettes sèches. Et du coup, on se posait la question de la réutilisation de ce compost-là, humain. Tous les endroits qu'on a visités, les personnes utilisaient des produits animaux et des animaux également. La raison qui était avancée pour tous ces principes de permaculture, ce que c'est prôné aussi dans la permaculture, c'est prôné par tout ce qui est type de culture en retournant à la nature, c'est l'utilisation de l'animal, que ce soit pour tracter des choses, que ce soit pour son compost, pour qu'il tonde, et puis également pour ce qu'il va nous donner derrière. Nous, comme on voulait faire le choix de ne pas avoir d'animaux pour multiples raisons, la première étant que on n'a pas envie de devoir les mettre dans un enclos s'ils n'ont pas envie d'y rester. Ça a été défini par les Nations Unies depuis 2015 qu'un animal c'est un être sentient, ce qu'on appelle un être sentient, donc qui ressent des sentiments, qui ne ressent pas que de la douleur ou que des sensations, mais qui ressent des sentiments. Donc voilà, pardon, je faisais la petite parenthèse. C'est un être, c'est comme un humain. Tu mettrais pas un humain dans une cage s'il veut pas. Voilà. Donc nous on se disait bon, si on a des animaux qui viennent et voilà comme des amis qui viendraient et qui veulent rester parce qu'ils se sentent bien, ok très bien. Maintenant on n'a pas envie d'acheter des animaux pour par exemple qui tondent le jardin ou pour la viande. On n'a pas non plus envie de devoir avoir de l'espace supplémentaire, de la nourriture supplémentaire, des frais médicaux et tout ce que ça peut impliquer. Donc la question qu'on se posait, parce que ce qui était quand même énormément avancé comme argument pour les avantages d'avoir des animaux, c'était de réutiliser leurs excréments, donc sous forme de fumier, etc., pour le compost, pour le potager. Et du coup, on se disait, bah ouais, mais si tout le monde a des toilettes sèches, pourquoi on n'utilise pas en fait notre propre fumier quelque part? Donc on se posait vraiment la question, on ne trouvait pas forcément de réponse et on en a discuté dernièrement quand on était en Espagne avec une autre personne qui disait que donc le mieux c'était d'utiliser du fumier de cheval ou du fumier de mouton, je sais plus, et que
on pouvait réutiliser le compost humain en mettant autour de plantations qui n'étaient pas destinées à la consommation directe. Donc pas autour des légumes, mais peut-être plus autour des arbres. Et du coup, je lui ai dit oui, mais pourquoi? Et en fait, la raison, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de retour sur l'utilisation du compost humain. Donc par principe de précaution, on ne le met pas sur les aliments. Donc notre réflexion, c'est, ok, mais nous, du coup, ne mangeant pas de produits d'origine animale, il y a beaucoup moins de risques de développement de bactéries, etc. dans ce qu'on produit. Beaucoup moins que d'aller acheter les excréments d'animaux qui sont peut-être nouveaux aux antibiotiques ou avec on ne sait quoi. Ou des céréales OGM. Voilà, des choses dont on n'a pas forcément envie. Donc du coup, ça a résolu ce problème-là parce qu'on s'est dit finalement, la boucle est bouclée quoi, avec un toilette sèche. Parce qu'on peut effectivement réutiliser notre compost. Ça, on essayera du coup, voir si ça marche, mais il n'y a pas de raison que ça marche moins bien qu'autre chose. Peut-être additionner avec d'autres composts pour les trucs, les teneurs en azote, les machins et tout, pour équilibrer. Donc on revient justement à ce que disait Alon, donc le père à Azula. Alon qui était plein de catchphrases en fait, il nous bombardait de ça. Il y en a une qui était très bonne du coup qui s'applique très bien avec la thématique, donc c'est deal with your shit, parce qu'à partir du moment où tu sais faire ce qu'il faut avec tes excréments, en fait t'es vachement plus libre, parce que t'es moins dépendant d'un abonnement d'eau, tu peux réutiliser ça pour faire d'autres choses, t'es beaucoup plus autonome en fait. Ouais. Lui son objectif c'était exit Babylone. Babylone c'est le monde extérieur. C'est la matrice. Ouais. C'est la matrice, c'est Google Hell, on va pas toutes les sortir mais voilà c'est tout ça. En sachant qu'il était quand même conscient qu'il fallait y retourner parce qu'il y avait ce questionnement entre est-ce que je suis à 100% d'accord avec mes principes ou est-ce que je décide de pas perdre trop de temps et de pas me fatiguer de trop et voilà, donc de trouver l'équilibre. Mais le principe c'était quand même j'évite de payer des factures. Donc deal with your shit, c'est un des meilleurs moyens pour éviter de payer des factures en fait. Voilà. Pour arrêter de se faire avoir. Donc, voilà. Et l'autre question de Soji, c'était donc... Ah oui. Où est-ce que vous allez pour manger? On va dans la caravane. Ouais, on a une petite cuisine en fait, dans la caravane, avec 2 plaques, un frigo qu'on n'utilise pas d'ailleurs. Donc on se fait à manger quand on n'est pas chez les gens, et puis quand on va pour faire le volontariat chez les gens, et ben c'est eux qui nous invitent à manger. Ouais. Alors soit ils nous fournissent la nourriture et puis on la cuisine, soit on mange tous ensemble. Des fois, c'est eux qui préparent à manger, des fois, c'est nous. Ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment très libre, ça dépend. Et puis des fois, on va au restaurant. Moi, je trouve ça difficile d'être végane et de pouvoir profiter de la culture culinaire d'un pays. Parce que quand on n'est pas en Asie ou en Inde, c'est quand même vachement compliqué de trouver des produits de trouver des plats, en fait, typiques qui n'utilisent pas de produits animaux. Et donc, malheureusement, on a souvent tendance, d'une part, à devoir chercher un restaurant végétarien ou vegan sur Internet, chose que je déteste. D'autre part, souvent, il faut réserver parce qu'il n'y en a pas beaucoup et ils sont assez prisés. Et souvent, on se retrouve dans des endroits hipster, un peu Coco Green, Bio Gaia, Planète, tout le tintouin, avec les covers de musique au ralenti, les machins. Alors, on y mange très bien. Mais on n'est pas dans des endroits où on sent en fait la culture du pays. Ouais, c'est pas... Il n'y a rien d'authentique en fait. Non. On a trouvé, à Lisbonne, on avait trouvé un restaurant tapas portugaise qui était très bon. Oh, c'était trop bien. Ça oui, et puis on a fait, il me semble qu'on avait fait un autre truc où il y avait des tapas espagnols, vegan. Au moins quand tu vas dans un restaurant classique... local et que tu demandes juste une option végétarienne, et ben t'as au moins l'ambiance. T'as au moins le truc. Et puis le goût un petit peu des produits, parce que c'est vrai que sinon c'est. Ouais. Sinon ça, voilà, pareil encore une fois, ça nous sépare des gens. C'est ça. Je trouve que c'est encore une fois cette étiquette. C'est dommage bien quoi. Sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs souvent des restaurants où il y a beaucoup d'étrangers. Ouais. Parce que c'est des restaurants dans les grandes villes, donc il y a beaucoup d'étrangers. Les prix vont de pair aussi.
On peut s'arrêter là. Ouais, chanson du jour, c'est toi. Alors la chanson du jour, cette fois on va faire un petit truc différent, c'est qu'on va la mettre tout de suite à la fin du podcast. Et il y aura le lien aussi, si vous voulez la regarder plus tard, ou l'écouter plus tard, parce que celle-là aussi elle sera en français. C'est une chanson que Cyril m'avait fait découvrir. Et c'est quoi? Et ça s'appelle J'accuse Ah de oui. Saez. Damien Saez. Ouais. Euh, Du temps où il chantait encore bien. Allez, aujourd'hui, Choupi, elle balance, mais elle envoie. Ah, je suis remontée. Ah, elle est remontée là, elle s'est fait avoir de 10 balles. Ah, c'est bon, on va pas en parler. Le vrac. Ouais. Là, on peut faire l'arnaque, on fera un podcast sur Les le vrac. raisins secs en vrac, Voilà, 10 de chez Lidl. €. Bref. Bon, et ben voilà, ça c'est la chanson du jour, on la met tout de suite. Et on se retrouve bientôt pour un épisode en Espagne avec Mar. avec Mar qui parle français. Mhm. Voilà. Bisous à tous. Bisous. Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte, faut de la dinde pour Noël, faut bronzer pendant les vacances, faut du forfait pour oublier la solitude, faut des gonzesses à la télé, ouais, faut des pilules pour bander, faut du gazon dans les tabacs, il faudrait arrêter de fumer, la salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner, faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant, faut dépenser les petits sous, faut du réseau pour les enfants, faut ressembler à des guignols, faut que tu passes à la télé pour rentrer dans les farandoles de ceux qui ont le blé. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi. À se permettre, à se faire baiser, sur à se faire enfanter. Des bébés par des hologrammes, des mots d'amour par satellite. Mais ces connards, ils savent pas lire, ils savent même pas se nourrir. Des OGM dans les biberons, ouais c'est tant mieux, ça fera moins de cons quand ils crèveront en mutation. Des grippes porcines sur des cochons. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant, faut dépenser ses petits sous, faut du réseau pour tes enfants, faut ressembler à des guignols, faut passer à la télé, faut rentrer dans les farandoles de ceux qui font le blé. Paraît qu'il faut virer des profs, et puis les travailleurs sociaux, les fonctionnaires qui servent à rien, les infirmières à 1000 €. Faut que ça rapporte aux actionnaires, la santé et les hôpitaux. Va te faire soigner en Angleterre, va voir la gueule de leur métro. Faut qu'on se fasse une raison, on a loupé nos transactions, s'est laissé prendre le cul par nos besoins, nos religions. Il faut foutre le portable aux chiottes et des coups de pioche dans la télé. Faut mettre les menottes à chaque présentateur du JT. J'accuse au mégaphone dans l'assemblée. J'accuse au mégaphone dans l'assemblée. Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte. Faut de la dinde pour Noël, faut bronzer pendant les vacances. Faut du forfait, faudrait de l'air dans les tabacs. La salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des